Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ABK Télévision, bienvenue sur Mission Spéciale. Le 20 mai 2017, le Cameroun a célébré pour la 45e fois la fête de l'unité nationale. Depuis son instauration en 1972, cette commémoration qui renvoie à la réunification des deux Camerouns anglophones et francophones est généralement l'occasion pour les hommes politiques et les acteurs de la société civile d'évaluer l'effectivité de l'harmonie, la cohésion nationale, d'évaluer également le degré d'implémentation de l'intégration nationale dans le pays de Paul Biya. Le contexte actuel, marqué par des revendications fédéralistes, voire sécessionnistes dans les partis anglophones du Cameroun, ce contexte marqué également par des discours tribalistes, régionalistes, des mémorandas qui meublent des pages de la presse camerounaise depuis un certain temps, eh bien ce contexte, disais-je, nous oblige à nous interroger sur les réalités qui meublent la cohabitation des populations camerounaises dans leur diversité linguistique, religieuse et ethnique. C'est l'objet de notre enquête dans le cadre de la première édition de Mission Spéciale, Intégration et Unité Nationale au Cameroun, État des lieux. Regardez. Parade militaire à Yaoundé, boulevard du 20 mai. L'armée camerounaise défile devant la nation. C'est la fête de l'unité nationale, la 45e édition. Au-delà d'une démonstration de force et puissance, il s'agit aussi d'une démonstration de la cohésion et de l'harmonie qui prévaut dans les rangs. L'armée camerounaise se veut l'illustration parfaite de l'unité et l'intégration nationale. Eh bien, l'armée reste cette institution qui transpose quand même le caractère exemplaire de la notion de l'État, de la République et de la nation. C'est pour ça que, justement, parlant de l'armée camerounaise, on dit que l'armée camerounaise est républicaine parce qu'elle est regardante des institutions et tout ce qui l'incarne, notamment la Constitution, le chef des armées qui incarne ces institutions. Et à ce titre, l'unité nationale est un élément fondateur même de l'armée camerounaise. Comme dans tous les corps d'armes, la discipline est de rigueur et l'implémentation de l'esprit d'unité et la politique de l'intégration nationale, chère au chef de l'État, est une exigence. Difficile de distinguer dans les rangs les appartenances ethniques, linguistiques ou religieuses. À la sûreté nationale, je pense que dans son essence même et à partir des recrutements, il est fait de telle façon que tout le monde soit intégré. Les recrutements sont ouverts à tous les jeunes Camerounais de sexe masculin ou féminin, sans distinction de race ni de couleur. L'essentiel, c'est d'être Camerounais. Et d'ailleurs, même, depuis un certain temps déjà, certaines conditions particulières ont connu des exceptions avec le recrutement de certaines ethnies minoritaires, comme les pygmées de la région du Sud ou bien de l'Est. Et si on tenait compte des conditions qui demandent d'avoir une taille d'1 mètre 57 pour les femmes et d'1 mètre 62 pour les hommes, je pense qu'ils ne seraient pas intégrés. Alors, de ce côté, on a inclus des exceptions pour montrer que c'est la valeur de l'homme, les capacités des individus qui intéressent le corps de la sûreté nationale. Et cette diversité, d'ailleurs, fait notre force. Au quotidien, on est des femmes, on est des hommes, on est de l'Est, du Nord et du Sud. Donc, à partir de cet ensemble même, nous formons l'unité nationale. Sur la place du 20 mai, l'intégration nationale, mieux l'unité nationale, est magnifiée et célébrée chaque année au Cameroun. Mais cette célébration reflète-t-elle la réalité vécue par les citoyens? Dans les rues de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, les avis recueillis sont presque unanimes. Moi, l'intégration, c'est effective. Parce que mes enfants se sont mariés autrement. J'ai des beaux frères à l'ouest, j'ai des beaux frères partout. Mes enfants, ni mes filles, ni mes garçons ne se sont pas mariés avec les machins. Je suis arrivé, je crois que les compatriotes de Yaoundé, beaucoup même cherchaient même
apprendre l'anglais au niveau de mon service. Français, anglais, nous sommes plus correctement sans problème. Pour le moment, je crois que les choses sont améliorées encore un peu. Vous n'avez jamais été victime de tribalisme Non, je n'ai jamais été victime de tribalisme. Et pour vous, un Camerounais, c'est un Camerounais, quelle que soit la région d'origine? Quelle que soit la région, puisque j'ai été du nord jusqu'à maintenant ici au centre, je crois que c'est la même chose. Maintenant, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À mon avis, peut-être si les autres en ont, moi, je n'ai pas. Là, on a fait que nous manque un peu de choses là. Alors, vous voyez là-bas, si vous venez là-bas, vous allez trouver tout le monde. Tout le monde, vous voyez les Bamileke, les Bassa, les anglophones. Et nous-mêmes, nous vivons dans l'harmonie. Il n'y a jamais eu de problème entre nous? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans les quartiers populeux, les lieux publics, bars, snacks, cabarets, ainsi que les lieux de culte, aucun indice de discrimination ethnique, religieuse ou linguistique n'est perceptible à première vue dans la cité capitale. Et pourtant, les ressortissants des 10 régions du Cameroun y partagent tous les jours les mêmes espaces. Cette ville stratégique de la partie francophone du Cameroun abrite les services du gouverneur de la région du Centre. Nazri Paul Béa, le gouverneur, originaire de la partie anglophone du pays et d'expression anglaise, a été bien accueilli par les populations et ne perçoit depuis sa prise de fonction aucun conflit ni repli identitaire dans la région. Bon, disons que la région du Centre, c'est un exemple de cette intégration nationale. On y trouve tous les Camerounais, de tous bords, c'est-à-dire sans exclusion. Je ne peux pas citer des départements qui n'ont pas ni anglophone, ni bamileke, ni musulmans. C'est pas... Tout le monde se trouve à l'aise dans la région du Centre. Dans la présentation, si on s'en tient à Yaoundé, qui est le siège de tout, la politique, le gouvernement, vous allez constater que tout le monde a, c'est-à-dire ne serait-ce qu'une représentation très poussée en termes de bâtiments, c'est-à-dire tout le monde se retrouve dans... Vous avez aussi en termes de groupement sociologique, vous avez et les Banyangi, et Katia Aouza, et vous pouvez donner les noms, ça se trouve tous donc à Yaoundé. Donc, je pense que l'intégration nationale trouve son juste mot ici à Yaoundé. Dans la région du Centre, Cameroun, les autochtones de l'ethnie Béti et les ressortissants des autres régions du Cameroun se frottent au quotidien sans heure. Francophones et anglophones se côtoient au point de tisser des liens profonds. Nous avons trouvé au quartier Sos de Yaoundé un exemple évocateur. Christian Atega, jeune employé originaire de la région du Centre, vit avec son épouse, originaire de la région anglophone du Sud-Ouest. Un mariage qui ne souffre de rien. Il y a les petits mots que j'apprends encore. Et je peux déjà dire qu'au départ, ce n'était pas facile. Surtout de mon côté. Parce que ma famille, c'était difficile de mon côté parce que ma famille ne voulait pas accepter. Au fil du temps, les gens ont certainement compris. Ceux qui étaient réticents, la minorité, bien évidemment, qui était réticente à notre union, a certainement compris qu'elle se trompait et que ce n'était que des idées préconçues. Le reste, on est notre train de vie quotidien. Au niveau de l'intégration dans le couple, dans l'alimentation, avec le temps, j'ai découvert des plats que je n'avais jamais découverts. En même temps, j'ai apprécié certains et d'autres, certainement pas.
Vous voyez par exemple le héros, je le mange, c'est même d'ailleurs l'un de mes meilleurs plats maintenant. Le kwang, je le mange, le kwakuku baibo, je le mange, la chou, ce jaune taro, c'est des mets que j'apprécie. Entre autres, il y a... Bon, elle aussi, je vous assure, c'est pas où elle n'a pas appris, c'est vraiment pour diversifier sa culture, les mets de chez nous, elle les prépare. Je suis sûr que si on compare aux femmes de chez nous, quand elles préparent le sanga ou le coq, s'il y a un examinateur qui vient sur 5 filles, je ne suis pas sûr qu'elle sera la deuxième, peut-être qu'elle sera la première, si peut-être deuxième ou troisième. Nos enfants aussi à la maison au niveau de la culture, nous nous sommes accordés pour conserver nos enfants dans cette structure, dans ce multiculturalisme-là, comme c'est ça qui est à la mode. Il est recommandé entre nous qu'elle parle l'anglais ou sa langue maternelle aux enfants, et moi je parle exclusivement le manguissa aux enfants parce que, voyez-vous, dans notre concession, les gens sont essentiellement francophones, donc les enfants apprennent le français. Quand ils sont arrivés ici au centre, la Charlemagne ne s'exprimait même pas en français, elle parle couramment français maintenant, donc je crois que nous sommes intégrés facilement. L'interaction entre francophones et anglophones est fréquente dans la communauté religieuse, comme ici au quartier Biémassi. Cette congrégation de l'Église du Christ rassemble francophones et anglophones, ainsi qu'une diversité d'ethnies autour de l'Évangile. L'Église a adopté les 2 langues officielles au Cameroun, anglais et français, dans la célébration du culte. Nous sommes des catégories différentes, c'est-à-dire plusieurs ethnies d'abord, et qui sont venus des origines différentes, anglophones, francophones, centre, pour ne citer que ça. Bien, alors nous suivons uniquement ce qu'on appelle la Bible. Bon, donc c'est difficile de suivre cette Bible, mais la seule chose est que la discipline de l'Église nous oblige de ne suivre que la parole de Christ. Dans la plupart des communautés religieuses au Cameroun, le tribalisme, les marginalisations de toutes sortes sont proscrites. L'islam d'abord, ce n'est pas une religion d'ethnie. Tu vois, les musulmans, tous sont un. Même si tu es Bassa, tu es quoi, c'est musulman, simplement musulman. Dans la mosquée Essos, il y a un imam nordiste, il y a un imam de Yaoundé, il y a un imam Bamoun dans la mosquée Essos que je vous donne de composition là. Il y a un imam de Bamileke. Parmi nous là, il y a l'imam de Bafia, il y a l'imam de... Nous sommes plusieurs. Imam principal c'est moi. Mais adjoints que j'ai cocté dans toutes les ethnies pour qu'une ethnie ne réclame pas pourquoi nous ne sommes pas à la mosquée. Bertois, chef-lieu de la région de l'Est Cameroun, les natifs sont des Bayas. Mais la ville accueille depuis de longues années les ressortissants de toutes les autres régions du Cameroun. Bamileke, Beti, Aoussa, Douala, Bassa. Ces citoyens d'origines diverses partagent le quotidien et l'histoire de la cité du soleil levant. L'intégration nationale est vraiment très sensible dans mon quartier. Mon quartier étant cosmopolite, et moi en tant que chef de ce quartier, je n'ai pas encore enregistré un cas de conflit où il y a les Bayas, une communauté qui est contre l'autre. Donc il y a des problèmes, mais des problèmes d'individus. Il n'y a pas de problème que telle communauté est contre l'autre. Il n'est pas encore enregistré. Ils vivent en harmonie, ils vivent en paix. À travers le territoire camerounais, environ 250 groupes ethniques circulent en toute liberté, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partageant les mêmes réalités. 2 langues officielles, et ceux qui les pratiquent se tolèrent, se brassent et cohabitent pacifiquement. Une cohabitation très souvent perturbée par des replis identitaires et des discours politiques discriminatoires.
mais qui veulent justement, dans un discours de désintégration, c'est-à-dire l'opposition entre les communautés ethniques, structurer leur maintien permanent au pouvoir en asservissant leur propre communauté d'origine, leur propre communauté ethnique. Donc du coup, je pense que sous le régime du renouveau, l'intégration est un échec total. Est un échec total. Parce que la stigmatisation communautaire reste une réalité. Et le dernier élément en date, je voudrais le dire, lorsqu'on a vu le silence de M. Biya-Paul, incarnation du système, face à ce qu'on a appelé la lettre du Fundi en 2008, lorsqu'il y avait une cabale terrible dans cette ville contre des communautés ciblées, et que des gens comme Mafouda, comme Timievuna et autres ont puré leurs plumes pour signer une telle correspondance, et qu'ils soient tous toujours au pouvoir, et chacun, il y en a qui sont même très originaux de leur parti politique, dont M. Biya est le président national. Donc quand on valide de tels discours, en maintenant des gens au pouvoir, ça veut dire qu'on ne croit pas véritablement à l'intégration nationale. On croit qu'il y a des gens qui sont étrangers dans certaines communautés. Et donc c'est ça la réalité, qu'on pourrait dire 35 ans pratiquement après l'arrivée de M. Biya-Paul. L'unité et l'intégration nationale sont donc en péril au Cameroun. La société civile porte un doigt accusateur sur la classe politique, présentée comme principale responsable des replis identitaires observés ici et là. Esther Omam, que nous rencontrons à Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, attribue ces replis identitaires anglophones observés ces derniers jours à des discours politiques inappropriés et au manque de dialogue. Selon la présidente de l'ONG Reach Out Cameroun, il n'y a aucun problème entre les peuples et les tribus vivant dans la région du Sud-Ouest Cameroun. Nous essayons de tout faire pour attirer l'attention d'aucuns et d'autres qu'il faut toujours employer un langage qui amène à la paix, qu'il faut employer un langage qui ne pousse pas au débordement, au conflit. Parce que souvent les mots qu'on avance, comment naissent les conflits? Les conflits ne naissent pas au hasard. Le conflit, par exemple, c'est un résultat des problèmes qui miment la société et qui n'ont pas été adressés au temps où ils devaient être adressés. Et ce qui fait que ça remonte, ça gonfle, et les tensions montent, et ensuite on a ce qu'on appelle les conflits. Donc, je dirais que nous, de la société civile, et moi, ma humble personne, nous appelons au dialogue et nous demandons aux gens d'employer toujours, que ce soit les politiciens, que ce soit les gens dans le privé, que ce soit les gens dans l'administration, que ce soit les gens dans la société civile, bien les communautaires. Nous demandons aux gens souvent d'employer des discours qui amènent à la réunification, à l'unité, qui amènent à l'unité et non qui vont disassocier, qui vont essayer de séparer ce qui a été joint ou bien qui vont s'aimer le trouble ou bien les doutes dans les têtes des gens qui vivaient déjà ensemble pendant des années dans la paix sans qu'il n'y ait problème. Parce que j'ai fait tous les 6 départements de ces régions dans la mise en œuvre des projets de développement que nous menons au sein de notre organisation. Reach Out. Et oui, de Reach Out Cameroun, et ce qui m'a amené, vous voyez, à comprendre un peu les différentes caractéristiques des populations de la région, que ce soit à Akwaya, dans la Magno, qui est limitrophe du Nigeria, que ce soit à Lébi-Alem, vous trouverez les francophones. Vous trouvez les Bassa là-bas, vous trouverez les Ewondo, comme vous trouverez les autochtones, qui sont les Bangwa. Par exemple, je parle de Lébi-Alem. Si vous allez dans la Magno, vous trouverez les musulmans. Partout, vous trouvez les musulmans. Et tout ça, et puis vous trouverez aussi les autochtones. Vous trouverez les Banyangi. Et ils vivent dans une cohabitation. Ça, c'est une cohabitation pacifique. Parce que là, je parle de cohabitation dans une atmosphère pacifique. Vous voyez, qui n'a pas de problème. Oui. Et parce que les gens ont appris à s'accepter comme des frères et sœurs. Vous voyez. En dehors des petites nuances ou des petits problèmes ou bien des petites ingérences qui viennent souvent nuire, menacer la paix que nous vivons dans cette région. Et je crois que quand vous entendez souvent les maires de Buea
tous les maires successifs de la commune de Buea parler, ils vous parleront par exemple de Buea en tant que the land of legendary hospitality. The land of legendary hospitality. La ville de Buea garde pourtant de bons souvenirs de la réunification des deux parties anglophones et francophones du Cameroun. Ce guide touristique nous dirige dans la salle de la réunification du Mountain Hotel de Buea, un hôtel chargé d'histoire. Cette salle est appelée salle de la réunification. Oui, c'était parce qu'en 72, entre Amadou Ahidjo et John Good Foncha, premier ministre du Cameroun occidental de l'époque, était dans cette salle pour la réunification du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui s'était passé exactement ce jour-là? Est-ce que c'était une grande cérémonie? Était-ce une grande cérémonie ou alors c'était simplement une rencontre fortuite? Qu'est-ce qui s'est passé? Était-ce une cérémonie organisée ou alors une rencontre entre amis, entre copains? Non, c'était une grande occasion pour le Cameroun. Les deux parties du Cameroun de se trouver dans cette salle pour réunification. Parce que les Britanniques, à l'époque, étaient au courant, ils étaient informés que les deux Cameroun vont se réunir. Et en 1972, là, quand on a eu la réunification, l'État fédéral était aboli en 1972 en faveur de réunification. Si l'unité nationale était un chantier cher au tout premier chef de l'État du Cameroun, Amadou Ahidjo, Paul Biya, qui lui succède en 1982, met l'accent sur le concept et la politique de l'intégration nationale. C'est ce discours figuré dans le livre-programme intitulé Pour les liens communautaires que figure pour la première fois le concept d'intégration nationale. Il disait qu'il faut dépasser l'unité nationale qui n'était que la juxtaposition des communautés ethniques, il faut les mettre dans un moule qui s'appelle RDPC. Parce qu'on est encore dans le monolithisme pour que tous les Camerounais de quelques religions qui se trouvent, de quelques confessions qui se trouvent, ils puissent militer là-bas pour intégrer la nation. Tous les intégrés des RDPC prennent la parole pour vanter d'abord les livres, qui est une compilation d'une série d'articles, voilà, et qui se termine de toute façon par quoi? Par un appel patriotique. Ça, c'est la conclusion où Paul Biya dit, ok, ne croyez pas que l'indépendance du Cameroun a été acquis comme ça, il y a eu beaucoup de morts, mais personne n'a le monopole de ça. Oui, non, il ne cite pas de nom. Alors je vais devoir analyser, moi, sur le plan philosophique, le concept d'intégration nationale. Et vous allez tomber sur un philosophe comme Teilhard de Chardin qui a parlé de la noosphère. C'est-à-dire les hommes tendent à unifier, à s'unifier dans une instance supérieure qui s'appellerait la noosphère. Donc ce mouvement-là, que Bergson s'est appelé les langues vitales, ce mouvement-là est un mouvement naturel que les hommes s'associent. Donc à l'intérieur d'une communauté nationale, il faut donc renforcer cette cohésion pour qu'elle crée une identité assignable face à d'autres identités. Parce qu'une communauté nationale est nécessairement face à d'autres communautés nationales avec qui elle doit non pas seulement guerroyer, mais aussi échanger, faire des échanges de produits, prenant ce qui manque aux uns et donnant ce qui manque aux autres. Et là, le monde apprend à devenir un monde unifié, un monde cohérent. Et ce mouvement d'unification qui commence à l'intérieur d'une nation. Alors, mais c'est devenu beaucoup plus un besoin politique. Avec les indépendances au Cameroun, le président Amadou Ahidjo rentre dans une logique d'unification du pays et met sur pied une politique d'intégration nationale qui est suivie par le président Paul Biya. Alors, dites-nous un peu, cette politique d'intégration nationale qui part d'Amadou Ahidjo, qui se poursuit avec Paul Biya, est-ce qu'elle a réussi à se mettre en pratique jusqu'ici, depuis sa mise sur pied?
Vous savez, on ne peut pas dire qu'une politique d'unification a réussi quelque part, même en France. Il y a toujours la recherche de la cohésion, parce qu'il y a les Basques qui veulent leur autonomie, il y a les Bretons qui veulent leur autonomie, il y a les Lorrains qui veulent leur autonomie. Mais il y a toujours ce mouvement de va-et-vient dans la construction de l'unité nationale. Et je suis sûr que c'est peut-être vers la fin du monde qu'il y aura cette unification, parce qu'il y aura toujours des rivalités, il y aura toujours des compétitions. En ce qui nous concerne, nous sommes mal lotis, plus mal lotis encore, parce que nous avons près de 240 langues différentes, qui sont donc autant d'identités, quoi qu'on dise. Bien sûr, il y a des dialectes qui ont des interférences linguistiques, mais globalement, il y a plus de 200 tribus qui s'affrontent et qui font la course au pouvoir. Parce que, en fin de compte, si chaque tribu cherche à se renforcer, à compétir avec les autres, ça dit à les dominer. Cela signifie qu'il y aura un représentant de cette tribu qui devra dominer la nation pour être l'exemple de la puissance de cette ethnie. Parce qu'il y a le désir de puissance aussi. Il faut pas c'est ça qui se traduit par les petites compétitions de village, les luttes intervillageoises, sportives, je veux dire. C'est un sport, mais dans l'inconscient. Quand les femmes font des you, lorsque le champion du village a renversé le champion de l'autre village, mais c'est un enthousiasme qui cache difficilement l'hégémonie, le désir d'hégémonie. Donc, quand nous sommes dans un pays comme celui-ci, il y a la compétition hégémonique. Vous savez, on parle du pouvoir bêtis, c'est parce que l'homme au pouvoir est un bêtis. Voilà pourquoi on parle du pouvoir bêtis. Et Dieu seul sait s'il y a des bêtis qui ne participent pas à ce pouvoir, comme moi qui vous parle là. Donc quand on dit pouvoir bêtis, on englobe. Bon, c'est une faute, disons, anthropologique. Mais en réalité, c'est un retard vers la construction de l'unité. Est-ce que les forces qui devaient porter, n'est-ce pas, ce concept-là à la réalité l'ont fait? Non. C'est qu'entre-temps, les idéologues avaient introduit la question des minorités, la question d'allogène et la question d'orthothone. Alors qu'il parlait de l'unité du Cameroun, l'union du Cameroun, il parlait du peuple du Cameroun d'ailleurs. Mais ce qu'il a fait le quota, ça n'avait rien à faire, non? Il pensait que, bon, il n'a pas dit que la citoyenneté, qui est le concept le plus fort. Parce que quand on te dit que tu es minoritaire, est-ce que c'est le concept militaire? Est-ce que les citoyens dans une... Le concept a été modifié avec Pobia. Oui, oui. C'est lui qui a introduit, il change, il modifie d'abord, on revient à l'État du Cameroun. C'était une erreur? Une erreur monumentale parce qu'il est en train d'effacer une partie. D'abord, les anglophones n'ont pas accepté. C'est simplement que si vous avez lu ces derniers temps la question anglophone, le peuple anglophone qui demande leur autonomie, qu'ils sont un État, il faut quand même pas qu'ils fassent la sécession, c'est pas ça qu'on dit. On dit ça pour effrayer les gens. C'est que le peuple anglophone était resté la constitution de 1972. Hein? D'abord, le ministre Fonlon a démissionné, hein, parce qu'il n'était pas d'accord. On a purement, simplement annexé la partie anglophone. Annexé, ça c'est sûr. Moi j'ai écrit du papier là-dessus. À l'époque, on a écrit, non, c'est pas ça. Il fallait interroger les deux États pour savoir, parce qu'on a fait ça. Et la formulation même, on ne leur a pas dit qu'ils perdaient les avantages qu'ils avaient. On a tout centralisé. On a construit l'État du Cameroun sur le modèle jacobin. Toutes les décisions se prennent au Cameroun. Même la petite autonomie qu'ils avaient, entretenir les routes, l'électricité chez eux, ils le faisaient. Mais on a transformé tout à Yaoundé. Et ils ne sont pas tombés d'accord. Le président de la République, l'ancien président de la République, est si conscient qu'il a créé une commission en 1979 pour traiter de ces questions. De tout cela, il ne reste que Aboem Atchoé, le président de la République actuelle. Il était Premier ministre, dauphin constitutionnel, et Madame Dieuma, pour trouver la solution au problème anglophone. Tu vois, la forme de l'État qui était prise là-bas en 1978, il n'était pas d'accord
Ça posait question. Ahidjo était conscient qu'il a créé une commission où il y avait des Kamé, ou de Kamé, Samuel, Ebois, Loa, tout ça. Il ne reste que 3, dont le président de la République. Le président de la République connaît ses problèmes. Entre-temps, donc, il y a eu ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le fameux coup d'État, les changements à la tête des Natal qui a donné lieu, n'est-ce pas, au conflit à Ahidjo. Pour savoir quelle est la priorité de l'État ou du parti. Vous vous souvenez un peu là? On a dit que non, c'est l'État qui commence, c'est pas les partis. J'ai raconté cette séquence et qui débouche sur l'introduction dans la conscience collective. Un État du Cameroun. L'État du Cameroun, on revient là. À la période de 1960, quand il y avait un État du Cameroun qui était la partie francophone, on est tombé sur la phase État fédéral du Cameroun. Vous voyez, non? En 1961. Jusqu'à ce qu'on supprime ça encore en 1972. Et pour revenir sur la question sur l'État du Cameroun, qui renvoie dans leur tête à l'État français. De 1900, de l'indépendance. Est-ce que tu vois la mémoire de ce que ça passe dans la tête? Et de toute façon, entre-temps, effectivement, pour prendre une décision qui concerne un quartier ou l'eau, l'électricité, il faut venir à Yaoundé. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc l'intégration n'a pas eu lieu sur le plan linguistique. Si vous y revient, c'est tout. Il pose la question de mais pourquoi certains textes ne sont même plus traduits en anglais? Ce qui est interdit par la Constitution de 1976. On dit que l'anglais et le français sont les langues nationales d'égale valeur. D'égale valeur. On te dit qu'il y a des textes qui ne sont pas traduits en anglais. La révolte a commencé là-bas parce que on leur enseigne même plus leur droit, le droit anglais. Je ne dis pas que bon, il va falloir fonder, n'est-ce pas, notre identité sur des langues étrangères, mais elles sont là, c'est des réalités historiques. Donc on n'a pas fait ce qu'on avait à dire. Et je dis que la Constitution de 1996, en intégrant la décentralisation, était pour moi une belle formule pour gérer la société. C'est une forme atténuée, n'est-ce pas, d'un fédéralisme. On ne peut pas dire, parce que tu as entendu même des intellectuels qui disent qu'on ne doit pas discuter de forme de l'État. Et ça ne peut pas permettre l'intégration. On a réussi quelque chose d'extraordinaire à victimiser des communautés entières. Le discours, on a créé une adversité, par exemple, entre les Bamileke, les Bedi, les Bamoun, les Bamileke, ainsi de suite. Des adversités virtuelles qui, en la réalité, n'ont pas leur raison d'exister. Parce que, comme disait Célestin Monga dans un excellent ouvrage qu'il a publié en 1991, il n'y a que 2 tribus au Cameroun. La tribu des oppresseurs et la tribu des opprimés. Les jouisseurs et ceux qui produisent l'élément de jouissance, à la limite. Et or, maintenant, quand on vient trouver que c'est certaines communautés, parce que vous êtes de certaines origines qui vous allez bénéficier de telle ou telle chose, en réalité, ça correspond, c'est valable pour certaines personnes, pas pour la majorité, voyez-vous. Est-ce qu'on peut dire qu'on est suffisamment intégré dans notre pays, lorsque même dans notre constitution, on a des expressions comme allogènes autochtones. Donc on a réussi à institutionnaliser les éléments de désintégration, des éléments de désintégration, de non-intégration, si on peut parler en ces termes, qui fait que des gens, de manière permanente, certains se considéraient pour certains sujets que comme des apatrides dans leur propre village. Et donc, malheureusement, ceux qui gouvernent n'ont rien fait pour que le discours de type tribal, de type ethnique, l'adversité contre certaines ethnies qu'on développe ne soit un discours du passé. Il y a des ministères, sur le ministère boulot, tous les fonctionnaires seront boulot, tous les étudiants qui font un doctorat étant boulot seront placés à des postes pilotés par un ministre boulot. Ça existe encore. Mais il faut qu'on arrive à dépasser cela parce que ça comment dirais-je, ça réfrène les ardeurs des gens qui sont compétents. Parce que si le ministre est boulot, ça ne sert à rien de faire un doctorat parce que mon doctorat ne sera pas valorisé parce que le ministre est boulot encore, n'est-ce pas? Si le ministre est un bassa, bon, à quoi ça sert? Moi, je ne suis pas bassa, ça ne sert à rien d'évoluer. Bref, ça décourage les ardeurs. Donc il faut qu'on dépasse ce tribalisme. Les gens ont le sentiment, en allant dans un ministère, que tout le monde parle une même langue et que le service public même
n'est pas rendu avec équité, comme ça devrait être rendu. Parce qu'on a nommé un ministre qui lui a nommé tous ses frères de la région, quel que soit le niveau de compétence. À ce moment-là, ça crée dans la tête du usager qui n'est pas de cette communauté-là un sentiment d'étranger. Et d'étranger dont la conflictualité s'établit, se structure dans sa tête et se matérialise dans son expression immédiatement. Donc, tant qu'il n'y a pas ce genre de démarche et de régulation administrative et politique pour rappeler que le vivre ensemble est un problème, les gens ne voient pas le vivre ensemble. Je prends le dernier exemple, un que j'ai combattu suffisamment, Anthony Bacotte, lorsqu'il était encore archevêque de Yaoundé, moi qui suis un catholique pur sang. Je l'ai combattu et je crois que le pape nous a compris pour le faire partir, d'ailleurs, parce qu'il était dans une logique de tribalisme très avéré. À l'université catholique, les gens ont fonctionné sans problème. Jusqu'au jour où on leur rappelle qu'à la réalité, il y a trop de Bamileke dans tel endroit, trop de machin dans tel autre endroit. C'est parce qu'on leur a rappelé que ça devient un problème à la réalité. Les gens fréquentaient, les gens enseignaient sans poser question de communauté, d'appartenance X, Y, Z. Non, pas du tout. Donc, le vivre ensemble est une réalité. Combien de gens savent quelle est la structure du capital de Fokou? Hein? On voit en Fokou plutôt cet homme d'affaires qui a réussi. Lorsque l'affaire Samba est arrivée sur les réseaux sociaux, puisqu'on parle des réseaux sociaux, quand l'affaire Samba est arrivée, les gens n'ont pas posé les questions en termes ethniques. C'est lorsque certains Irak qui sont proches du RDPC ont balancé le problème sous l'angle ethnique que les gens ont commencé à apprécier l'ethnicité de la question de l'enrichissement illicite au Cameroun, parce qu'on a opposé à Samba Nuchago, celui de Congelcam, je ne sais pas comment on l'appelle encore, pardon, ou les Fokou et autres. Et je dis qu'on ne peut pas le dépasser facilement. Il faut le dépasser par la loi. C'est la loi qui règle le jeu politique dans un pays. Et c'est grâce à la loi, parce que la loi sanctionne ce qui lui contreviennent. Ce n'est pas encore le cas. Il faut créer comme quand on voulait lutter contre l'apartheid. On a créé des lois contre l'apartheid. Quand on voulait lutter contre le racisme aux États-Unis, on a créé des lois, Racial Acts. On a créé des lois pour lutter contre les comportements racistes, les comportements d'apartheid. Il faut créer des lois. Ce n'est pas en faisant le prêcher dans les églises ou bien dans le discours officiel que ça va changer quelque chose. Il faut que ça corresponde à une sanction. La culture de la sanction, c'est ça qui nous manque dans ce pays. On fait le sermon, on fait le dithyrambe. Ça ne résout pas le problème. Quand les hommes sont abandonnés dans la masse, les comportements régressent toujours. Les comportements régressent et c'est l'idéal qui recule. Dans l'intégration, lorsqu'on y mélange les passions techniques, on peut donner aux passions techniques une autre orientation. Chanter dans la langue maternelle, c'est une bonne chose, c'est extraordinaire. Et il est démontré aujourd'hui sur le plan scientifique, quand un enfant parle sa langue maternelle, quelle qu'elle soit, tu peux décider que ton enfant parle Douala, Yaoundé, machin, ça dépend. D'abord dans le quartier, il parle ces langues-là. Il ne parle pas que français. Si tu vis dans un quartier, et nos parents étaient des polyglottes aussi, puisqu'ils allaient au nord, au sud, à l'est, ils connaissaient ça. Donc, pas d'intégration nationale. L'unité nationale qui était apportée, mais on te dit comment le processus par lequel les idéologues ont introduit des concepts extrêmement dangereux qui s'appellent la minorité, à qui il faut confier, n'est-ce pas, la direction des villes, sans qu'ils soient élus. Ce sont les délégués du gouvernement qui décident de la politique urbaine et tu vois le problème que ça pose. C'est tout. Donc il n'y a pas d'unité nationale. C'est pour tromper les autres. Ceux qui disent par exemple que le mot autochtonie est un mot idiot, on ne devait pas mettre le mot là dans la Constitution. Bon sang, quand quelqu'un meurt, on l'enterre où? Que dit le communiqué à la radio? Les intéressés sont priés d'attendre le corps sur place. Sur place, c'est où? C'est dans l'autochtonie. C'est dans l'autochtonie de chaque individu. Chaque individu va se faire enterrer auprès de ses parents, auprès de ses frères. Ça, c'est une donnée anthropologique. Et ceux qui disent que le terrain appartient à l'État, le terrain n'appartient à personne, quand cela meurt, on demande d'attendre le corps au village. Ça veut dire que chacun dans ce pays est autochtone quelque part et allogène quelque part. Chacun de nous est autochtone et allogène, sauf les natifs de Mvormbi, sauf les natifs de Mvogada. Ils sont à la fois autochtones, et citoyens, et originaires et tout. Mais globalement, pour tous les gens qui viennent en ville, ils sont originaires de quelque part.
quoi qu'on dise. Et ça, c'est dans notre anthropologie. On ne peut pas l'effacer. On ne peut pas dire que celui qui est élu député là, il vient de tel village. Ou bien le ministre là vient de tel village. Où on reconnaît les gens. Comment l'admettre et l'intégrer à la fois? Bon, on l'admet, puisqu'on l'admet, on dit, on sait qu'il vient de X endroit, ou de tel autre endroit, on sait qu'il vient de là, et on l'admet. On se salue. Mon frère, comment vas-tu chez toi? Et chez toi, ça va? Chacun sait qu'il y a un chez soi et un chez l'autre. Et ça ne dérange personne. C'est avec le temps qu'on va essayer de dépasser tout cela. Mais pour l'instant, ceux qui veulent faire la politique en mettant entre parenthèses l'origine tribale sont des personnages très dangereux. Ils sont en train de vouloir effacer une identité prégnante. Une identité inaltérable pour l'instant. Mais le désir, c'est de dépasser cela pour aller dans l'unification des consciences, comme dit Teilhard de Chardin, vers la noosphère. Mais nous ne sommes pas encore dans la noosphère. Mais en Afrique, quand on va construire les États-Unis d'Afrique un jour, on saura toujours que celui-là est du Cameroun, tel ministre est du Cameroun, tel autre ministre est du Gabon. Dans le gouvernement africain, chacun aura son origine. Actuellement aux États-Unis, tel ministre vient de l'État du Virginia, tel autre est un Californien. On le dit, on le sait. Les Camerounais veulent nous montrer quoi? Ils veulent dépasser quoi? C'est vite. L'identité demeure. L'identité accompagne le citoyen jusqu'au jour très lointain où tous les citoyens du monde seront des êtres abstraits. C'est précisément pour protéger les minorités que la politique de l'équilibre régional a été mise en place. Une politique qui visait également à consolider l'unité et l'intégration nationale. Le mot même, le concept d'équilibre régional est un concept de solution. Parce que Ahidjo avait créé ce concept pour permettre à tout le monde de prendre part. Et Ahidjo a dit ça bien avant la démocratie participative, hein, qu'on commande aujourd'hui depuis la Bolle. Ahidjo avait déjà eu ce concept. Voyez-vous, par exemple, si on dit qu'on fait la méritocratie, les gens de Yaoundé, Douala, Bafoussam ont fait l'école, n'est-ce pas? Ils ont fait l'école depuis l'âge de 2 ans. Et les autres commencent l'école au nord, là-bas, ont commencé l'école à l'âge de 14 ans. Vous placez un concours à 25 ans et vous dites que tout le monde doit... Non, il faut donc pas réfréner les uns. Il faut leur donner des avantages, leur mettre des starting blocks pour qu'ils courent plus vite, etc. C'est ça qu'on appelle l'équilibre régional. En vue de quoi? En vue d'une démocratie réellement participative. Mais ça ne peut pas être une politique permanente. Et je prends un exemple. Les intellectuels bamileke, parce que pour ça là, on a dit que les bamileke avaient 13%. Le gars du Nord, je sais pas, 30%. Les autres, je sais pas, comme ça, un truc comme ça. Mais il se trouve que tu vas passer un examen avec quelqu'un qui a le brevet, et toi tu as, je sais pas, un baccalauréat. Et tu veux quelquefois, celui qui passe, ça favorise. Et puis quand on est arrivé, n'est-ce pas, à la fonction publique, il a supprimé même les 13% qui étaient, je sais pas, attribués au BAMI. Par exemple, d'abord, c'était pas lié à un recensement précis de la population, on ne connaissait pas les statistiques. Ils ne veut pas dire les statistiques. Les BAMI sont combien, les Bassas sont combien, les Bétis sont combien. Donc c'est une chose qui ne pouvait pas durer longtemps. Et je ne suis pas sûr qu'au temps d'Ahidjo là, quand il les faisait et qu'il les pratiquait, il pensait que ça ne pouvait être qu'une, comment on dit ça, dans une période bien fixée, cadrée. On a fait ça aux États-Unis, on a fait ça aussi un peu partout, mais après, le loi disait que non, nous voulons faire comme les autres. On est intelligent comme tout le monde. Donc, ça a constitué un instrument grâce auquel une bureaucratie a pris qui voulait. Aux États, par exemple, au temps d'Ahidjo, nous qui sommes allés à l'école, au lycée à l'époque, en 60, 59-60, mais on faisait ce qu'on appelle le concours de bourse. Dans toutes les régions, Est-Ouest, là. Nous sommes retrouvés au lycée, parce que c'était le seul lycée à l'époque. Mais mon Dieu, mes amis, le général Baba Soulé,
imbattable en sport. Les 1000 mètres, tu ne peux pas les battre. Moi, tu ne pouvais pas me battre en j'étais en français. Et on m'appelait seulement, ils me voyaient seulement que j'étais bon en français ou en mathématiques. Et Kosono. Nous connaissions en termes de ce que tu appelles les performances de quelqu'un. On ne connaît pas ça. Même à l'université dans les années 70, on donnait la bourse à tous les meilleurs. C'est après qu'on va changer complètement. C'est quand je me retrouve en France que j'apprends que bon, la bourse est supprimée, on donne la bourse à qui on veut, machin, même à ceux qui n'ont pas eu l'examen. Donc tu vois la perversion. La perversion que ça a donné, on ne fait pas ça pour faire l'intégration nationale. Parce qu'il y a des meilleurs partout. Tu te trouves à l'est, à l'ouest. D'abord on a dit, l'hymne national t'a dit que du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour. Donc vous êtes tout brillant. Ça, ce sont des mesures qui ne rendent pas possible une intégration nationale. Il faut que tout le monde participe. Prenez la justice par exemple. Vous prenez tous des magistrats du Sud pour aller trancher les affaires à Kolofata, à Gizigi. Et ils sont tous des magistrats du Sud. Croyez-vous que les gens sur lesquels s'applique cette justice auront foi en elle quand ils ne voient même pas l'un de leurs représentants dans la salle, sur la table? Donc c'est pour ça que Ayejo a voulu que... Et la même chose pour les médecins. Le patient doit avoir un peu confiance en un médecin. Si le médecin n'entend pas la langue du patient et le patient n'entend pas la langue du médecin, c'est un dialogue de sourds. Et le lien de confiance qui doit s'établir entre le patient et son malade est rompu. C'est pour ça qu'il faut former rapidement des médecins qui parlent la langue locale. Ça, c'est des mesures transitoires. Ce n'est pas une solution éternelle. Quand j'ai entendu hier, dans un débat, où des gens compétents saluaient les mérites de la méritocratie, et des gens compétents, c'est pour tromper les autres. C'est pour tromper les autres. Depuis quelque temps au Cameroun, un débat sur la valeur et l'efficacité de la politique de l'équilibre régional est ouvert. D'abord, la discrimination positive ne saurait se faire au détriment de la compétence et de l'excellence. Fondamental. C'est un principe de base. Toute société qui se structure autour de la limitation de l'expression de l'intelligence est une société vouée à l'échec. On ne peut pas, dans un monde en compétition, au moment où la mondialisation met tout le monde en compétition, bloquer ses propres génies dans le cadre des équilibres régionaux et autres qu'on va voir dans les concours. À la limite, si on admet que cette politique a échoué et qu'il y a encore des communautés ou des régions qui soient encore arriérées, ce qui est quand même inadmissible, la solution simple, c'est de bannir tous les textes d'équilibre régional et de créer un mécanisme qui permet de tirer les régions qui se retrouveraient encore en laisse vers le haut, en discriminant les autres régions, mais pas en discriminant les compétences des différentes régions. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Ça veut simplement dire que si vous allez à un concours et que vous avez 15 de moyenne, il n'y a pas de raison que vous échouez quand quelqu'un avec 10 de moyenne a été reçu au concours. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on bloque les plus forts pour qu'ils attendent les plus faibles. Et la société ne peut pas avancer comme ça. Par contre, on peut estimer que dans la région de l'Est, par exemple, qu'on a voulu maintenir de manière permanente, dans une posture d'arriéré, de régions arriérées, j'ai dit on l'a maintenue comme ça parce qu'elle produit beaucoup de bois, il y a beaucoup de richesses là, il ne fallait pas que ces gens soient très intelligents pour revendiquer. On va prendre quelques élites là-bas qu'on nomme à Yaoundé, et puis ils ont pour mission de mater les autres qui restent dans une posture de non-intelligence suffisante. Donc, alors comme c'est une politique, il faut donc adresser cette politique de manière permanente parce qu'il n'y a rien qui établit que les ressortissants de l'Est ne sont pas intellectuellement puissants. Si on le laissait, si on les mettait dans les mêmes conditions que ceux de Yaoundé, de Douala ou de Bafoussam. Donc par conséquent, il faut développer des infrastructures qui permettent à l'éducation de pouvoir faire émerger tout ce qu'il y a comme intellect
et qu'on pourrait trouver dans ces régions. Donc, investir plus dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans les régions arriérées, que dans les autres régions qui sont déjà un peu plus en avance. Ça, ce serait une bonne politique. Mais en évitant, par tous les moyens, de bloquer toute expression de l'intelligence. Au-delà de tous les signes de menace qui pèsent sur l'unité et l'intégration nationale au Cameroun, il y a des faits qui montrent à suffisance une véritable avancée vers une nation unie et intégrée. Quoi qu'on dise, je vois le Cameroun qui progresse à pas de géant vers l'unité nationale. Parce qu'il y a des symboles qui ne trompent pas. Quand les Lions indomptables ramènent une victoire, les hommes comme les femmes, et surtout avec les femmes, nous sommes enflammés beaucoup plus encore. Il y a une véritable fusion. Ce n'est même plus l'intégration. C'est une véritable fusion qui s'opère ces jours-là. Et aussi, on sent ça quand les chefs d'État étrangers viennent essayer de donner des leçons au président Paul Biya. Je vois toute la classe des journalistes se rebiffe contre ce outrecuidant qui vient chercher à donner des leçons à notre président. On s'unit tous derrière lui. Quelque part. Donc, il y a des moments de fusion nationale. Ces moments-là n'existaient pas autrefois. Et il y a aussi, vous voyez, on parlait de mariage tout à l'heure. Le sport aussi est un milieu d'intégration. Il y a des gens, les gens qui font la gloire de l'Union de Douala ne sont pas tous du bassin du littoral. Ceux qui font la gloire de l'Union de Douala viennent du centre, viennent du nord des montagnes, viennent de l'ouest. Et ceux qui font la gloire de l'Union de Douala, et ainsi de suite, de tout puissant de l'ouest, à des joueurs de partout. Je ne compte pas les vieilles équipes comme Tonnerre et Canon. Ils ont des joueurs de partout et quand cette équipe-là joue, chacun a ses supporters, hein. Ce n'est plus la tribu qui joue. Ce n'est plus la tribu qui joue. Il y a des frères de même tribu qui peuvent s'engueuler. Parce qu'ils sont dans deux clubs différents. Tu es entré dans mon bureau, je suis clair, vous êtes noir. Nous sommes Camerounais. Donc, vous êtes journaliste, je suis administrateur, nous sommes Camerounais. Dieu a créé les coups, les géants, tous dans un même pays. C'est aussi ça qui va faire donc à ce que les gens apprennent à vivre donc ensemble dans la diversité. Pendant que je parle l'anglais, vous parlez le français et l'autre parle le patois et qu'on se complète pour être de bons Camerounais. Parce que, voyez-vous, l'importance de Camerounais, c'est que quand vous arrivez quelque part, on va dire, chercher les gens qui parlent en anglais. Le fait que vous êtes Camerounais, vous allez donc dire que je vais essayer. Je vais essayer. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas bilingue, le fait de vivre d'abord au Cameroun. Donc, ça t'amène donc à faire ça. Donc, et on est fiers, et on doit l'être de cette diversité et de cette identité qui nous amène donc à franchir beaucoup des étapes qui ne peuvent pas, ce n'est pas donné à tous les autres pays. Donc pour moi, je vois l'avenir du Cameroun comme un État prospère et très puissant. Très puissant parce qu'il aura la force de deux cultures, de trois cultures. La culture française, la culture anglaise et la culture camerounaise. Nous serons le seul État au monde qui sera comme ça, je vous le dis. Et c'est pas demain la veille, c'est vrai, mais c'est pas si longtemps encore que cela. Parce que des efforts ont été entamés bien avant la création du comité du bilinguisme et du multiculturalisme. Bon, moi ce comité-là, je ne l'aurais pas appelé multiculturalisme. Je l'aurais appelé le comité du bilinguisme et de l'interculturalisme. Parce que quand vous dites multiculturalisme, vous dénombrez et vous le laissez chacun sur son couloir. C'est le multiculturalisme. Je crois que la vraie dénomination aurait été le comité de l'interculturalisme. Parce que là, il y a une dynamique d'intégration. Dans le multiculturalisme, c'est une statique du nombre.
Sur le chemin de l'unité nationale et de l'intégration nationale, le Cameroun doit surmonter la crise anglophone et faire face aux revendications sécessionnistes et fédéralistes dans la partie anglophone du Cameroun. Des revendications qui persistent et perturbent suffisamment le vivre ensemble depuis quelque temps. Unité nationale, intégration nationale, vivre ensemble. Des expressions qui sont devenues monnaie courante dans le discours politique au Cameroun et qui traduisent tout de même la volonté du peuple camerounais de transcender toutes les barrières linguistiques, religieuses et même ethniques pour parvenir à un véritable vivre ensemble, à une véritable harmonie et cohésion nationale. Mais l'unité nationale, telle que voulue par les pères fondateurs de ce pays, ou l'intégration nationale telle que pensée par la politique du renouveau, eh bien ce concept est-il une réalité ou un mythe? Après avoir suivi ce reportage, chacun a une petite idée sur la question. C'était Mission Spéciale, merci de l'avoir suivi et à bientôt sur ABK Télévision.